Bonjour à tous et bienvenue à la section 1.12 où est-ce qu'on va parler de mouvements circulaires et d'accélération centripète. Donc les objectifs de la section, on veut définir ce qu'on appelle un MCU. MCU, c'est pour mouvement circulaire uniforme. Ensuite, on veut parler de fréquence et de période d'un MCU. Puis finalement, on veut comprendre la différence entre l'accélération tangentielle et l'accélération centripète. Donc, qu'est-ce qu'on entend par mouvement circulaire uniforme? Le nom le dit, hein, c'est un mouvement qui est circulaire. Et uniforme, ça veut essentiellement dire qu'on se déplace avec une vitesse de module constant. Donc, la grandeur de la vitesse est constante. Même si le module de la vitesse ne change pas, son orientation change. Ben oui, parce que si on est en train de suivre la trajectoire d'un cercle, à chaque instant, l'orientation de la vitesse est en train de changer. Donc, pour que l'orientation de la vitesse change, ça prend une accélération spéciale qu'on appelle accélération centripète. On l'appelle centripète parce qu'elle pointe vers le centre de la trajectoire. Vous voyez? Donc, si on a un objet ici qui se déplace là, en sens horaire sur la trajectoire circulaire, les flèches en brun représentent les vitesses. Donc, vous voyez bien que les vitesses changent d'orientation, même si on se déplace avec la même vitesse en module. Et donc, ce qui est responsable de ce changement d'orientation de vitesse, c'est l'accélération centripète. C'est la double flèche que vous voyez ici. Vous pouvez remarquer qu'à chaque point choisi sur ma trajectoire circulaire, cette accélération centripète-là pointe vers le centre. C'est ça que ça veut dire, centripète, vers le centre. OK? Bon. Donc, cette accélération centripète-là, on peut la calculer. C'est donné par l'équation qu'on voit ici. Accélération centripète, c'est vitesse au carré divisé par le rayon de la trajectoire. Cette petite équation-là, elle est démontrée dans le livre. Là, si jamais vous voulez savoir d'où est-ce que ça vient, on la démontre au livre, page 141. Mais moi, je ne la verrai pas avec vous parce que je ne juge pas que c'est essentiel là, pour le cours. Donc c'est ça, vitesse, V c'est la vitesse de l'objet sur la trajectoire et R c'est le rayon du cercle, rayon de la trajectoire. Puisque le module de la vitesse demeure le même dans un mouvement circulaire uniforme, son accélération tangentielle est nulle. Okay, donc là, voyez-vous, on a deux types d'accélération. L'accélération centripète, ça, on a dit, c'était responsable du fait que la vitesse change d'orientation. Mais MCU, ça veut dire que la grandeur de la vitesse ne change pas. Dans ce cas-là, l'accélération tangentielle est nulle. Donc là, vous commencez déjà à voir la différence entre les deux. Hein? Donc, on a ici une trajectoire circulaire. Ici, mon objet, il se déplace là, dans cette direction-là. Donc, en sens anti-horaire. Quand on dit il y a une accélération tangentielle lorsque la grandeur de la vitesse varie, cette composante tangentielle est égale à différentiel de vitesse par rapport au temps. Donc, ça, c'est essentiellement la définition de l'accélération qu'on a vue depuis le début de la session. Donc, c'est-à-dire à chaque fois que la grandeur de la vitesse change par rapport au temps, il y aura une accélération. Bon. Dans un mouvement circulaire, c'est un peu plus compliqué. C'est pour ça qu'on y donne un nouveau nom, là, accélération tangentielle. L'axe X, dans ce cas-ci, par contre, c'est un peu particulier. C'est un axe courbé qui suit la trajectoire de l'objet. Voyez-vous, elle est ici, en pointillé, en noir. Okay? Et elle suit la trajectoire de l'objet. Mais vous allez voir tantôt, on va en parler, là, cette accélération-là, l'accélération tangentielle, sur l'axe X qui est courbé, on pourra l'utiliser pour insérer dans les équations du MUA. Comme on a vu, la seule différence, c'est que l'axe X, ici, il est courbé. C'est pas le classique plan cartésien comme on est habitué. Okay? Bon, je vais revenir sur ce schéma-là parce qu'il est important. Voyez-vous, ma flèche ici qui pointe vers le centre de la trajectoire, ça, on avait dit, c'était la composante centripète de l'accélération. Elle pointe toujours vers le centre, donc c'est pas compliqué, on se casse pas la tête. Mais l'autre composante, qui est la composante AX qu'on voit ici, ça, c'est la composante tangentielle. Et la composante tangentielle, elle est toujours perpendiculaire à l'accélération centripète, sauf que elle peut soit pointer à direction opposée de la vitesse
ou soit pointer dans la même direction de la vitesse. Dans ces deux cas-là, l'accélération tangentielle va quand même être perpendiculaire à l'accélération centripète, mais il y a quand même un impact, c'est que si vous regardez le schéma comme il est présenté ici, notre accélération tangentielle est en sens contraire de la vitesse. Ça veut dire que l'objet est en train de ralentir. Par contre, si l'accélération tangentielle avait pointé dans le même sens que la vitesse, c'est un objet qui serait en train d'aller de plus en plus vite. Okay? Et donc, ces deux accélérations-là sont toujours perpendiculaires, mais si on les additionne, ça nous donne le vecteur accélération totale qu'on voit ici, là, en noir, qui est tout simplement l'addition vectorielle de ces deux-là. Okay? Et donc, si on résume, ici j'ai bien mis clairement là, la différence entre les deux types d'accélération. Celle qui est tangentielle est responsable du changement du module de la vitesse, tandis que la composante centripète est seulement responsable du changement d'orientation du vecteur vitesse. Okay? Et donc, prochaine étape, si on veut trouver l'accélération totale qui est ici, ben, comme je l'ai mentionné, c'est une addition de vecteurs. Et étant donné que ces deux vecteurs-là sont perpendiculaires, bien, le module va se trouver à l'aide du théorème de Pythagore. Hein, exactement comme on avait commencé à faire là, dans la section précédente, où est-ce qu'on décomposait des vitesses, par exemple, en X et en Y. On pouvait retrouver le module de la vitesse en faisant Pythagore. Bon, essentiellement, on fait ça, nous, dans cette situation-ci, mais avec l'accélération. Okay? Donc, c'est accélération centripète au carré plus accélération tangentielle au carré, puis on prend la racine carrée de ce résultat-là. Et donc, ça, c'est ce dont je vous ai parlé tantôt. Là. Lorsque l'accélération tangentielle est constante, les équations du MUA, vues à la section 1.6, s'appliquent, et elles peuvent être utilisées, mais seulement avec la composante tangentielle AX. Ça veut dire que l'accélération centripète ne va jamais aller dans les équations du MUA. Seulement la composante tangentielle va aller dans les équations du MUA. OK? Très important à garder en tête parce que, bien sûr, qu'il y aura des exemples là, de MUA pendant qu'on est dans une trajectoire circulaire. OK, on va parler de période et de fréquence maintenant. C'est du vocabulaire essentiellement. Là. Ce qu'on appelle la période, c'est le temps que ça prend pour faire un tour de la trajectoire circulaire. Okay? Puis, bon, vous l'avez ici dans l'encadré, mais d'où est-ce que ça vient? Bien, ça vient essentiellement de la définition de la vitesse. Okay? Par définition, si je veux trouver la vitesse de l'objet sur la trajectoire, bien, il faut que je prenne... On va appliquer tout simplement la... Eh bien, je vais devoir prendre la... Eh bien, je n'ai qu'à prendre la définition classique de la vitesse, c'est-à-dire un déplacement divisé par le temps que ça prend. Et donc, pour faire ça, je peux considérer un tour du cercle. Un tour du cercle, c'est égal à la circonférence, 2πr, divisé par le temps que ça me prend pour faire un tour. Ben, le temps que ça prend pour faire un tour, c'est le t qui est là. C'est ça qu'on a appelé la période. Donc, si j'utilise cette petite relation-là, puis que j'inverse là, la période et la vitesse, on obtient ce qui est dans l'encadré ici. Prenez note par contre que la période, on la calcule seulement quand il s'agit d'un MCU. Aussitôt qu'on a une vitesse qui change, c'est plus un MCU, donc la période, ça fait plus de sens de parler de ça. Okay? Même chose pour la fréquence. La fréquence, c'est l'inverse conceptuel et mathématique de la période. Donc, l'inverse mathématique parce que je l'obtiens en prenant l'inverse de la période, tout simplement. 1 divisé par la période, ça me donne la fréquence. L'inverse conceptuel aussi parce que la période, c'est le temps que ça prend pour faire un tour, tandis que la fréquence, c'est le nombre de tours qu'il peut faire en 1 seconde. Donc, voyez-vous, on a inversé les deux mots, là. Donc, c'est pour ça que je dis que c'est l'inverse conceptuel. Donc, on le dit ici, elle représente le nombre de tours effectués par l'objet à chaque seconde. Dans le système international, elle s'exprime en Hertz. Et 1 Hertz, ben, c'est techniquement égal à 1 seconde à la moins 1. Seconde à la moins 1, parce que ça vient de ça ici. Hein? La période est donnée en secondes. Donc, si la seconde est au dénominateur, ben, c'est seconde moins 1. Donc, même chose, ça c'est applicable seulement au MCU. Si on a une vitesse qui change, ça ne sert à rien de parler de fréquence parce que là, soudainement, ça ne fait plus de sens. Seulement pour un MCU.
Bon, rendu ici, c'est un peu plus de la culture générale, donc de chute libre à orbite. Ce qu'il faut comprendre ici, on suppose que la boule verte ici, c'est la Terre, et que on est quelque part au sommet d'une montagne, et que quand on lance des objets horizontalement, ben on s'entend, l'objet va être en chute libre, donc il va se mettre à faire une parabole, puis il va arriver au sol. Si je le lance un peu plus vite, ben, il va faire une parabole un peu plus large, mais il va éventuellement arriver au sol. Je le lance encore plus vite, parabole plus large, et ainsi de suite. Mes paraboles s'en viennent de plus en plus larges. Mais à un certain moment, si j'arrive à lancer mon objet avec une vitesse horizontale qui est très grande, on peut la calculer d'ailleurs, cette vitesse-là, ça viendra prochainement, mais si j'arrive à lancer mon objet suffisamment vite, ben là, soudainement, ça se peut que la trajectoire de mon lancer devienne avec la même courbure que celle de la planète. Quand on réussit à faire ça, ce qui arrive, c'est que l'objet n'arrivera jamais à retomber sur Terre. Parce qu'il est en chute libre en ce moment, mais je l'ai lancé tellement vite horizontalement que la gravité de la planète est tout juste nécessaire, est tout juste suffisante pour faire tourner l'objet. Donc, finalement, l'objet ne va pas se rapprocher du sol. Et qu'est-ce qui va arriver? Ben, finalement, je vais me retrouver avec une trajectoire circulaire. Et il va continuer, l'objet va continuer comme ça à tourner autour de la Terre pendant une éternité. Et quand on a réussi à faire ça, ben, c'est là qu'on dit qu'un objet est en orbite. Bon, je vous rassure, c'est pas comme ça dans la vraie vie qu'on met des objets en orbite. Hein? Quand on fait décoller des fusées, on s'en va pas en haut d'une montagne pour la faire décoller horizontalement. C'est un peu plus compliqué que ça. Il y a plusieurs étapes, mais je pense qu'avec ce schéma-là, vous arrivez à comprendre le concept. Évidemment, pour réussir à faire le tracé en noir qui est ici, ma vitesse horizontale, elle est très grande. Il faut que l'objet se déplace très rapidement pour que sa trajectoire devienne une trajectoire là, circulaire, donc pour qu'il soit en orbite. Faisons un petit exemple de ça. Donc ici, on a une voiture qui roule sur une piste circulaire de 100 mètres de rayon dans le sens, en sens horaire. Bon, une petite erreur ici. Au moment où elle se déplace vers le sud, son accélération centripète est de 4,094 et son accélération tangentielle est de 0,2146 vers le sud. Deux petites questions ici. Quelle est la vitesse de la voiture à cet instant? Et en B, combien de temps prend-elle pour revenir au même endroit? OK, parfait. Première chose qu'on va faire, c'est se faire un petit schéma, juste pour être sûr qu'on comprenne bien ce qui se passe. Donc, piste circulaire, on va essayer de faire un cercle le plus droit possible. Ah, c'est pas pire, c'est assez symétrique. Là, on s'intéresse au moment où la voiture se déplace vers le sud. On rappelle que la voiture se déplace en sens horaire. Donc, elle tourne dans le même sens que les aiguilles d'une horloge. Nous, on cherche le moment où elle se déplace vers le sud. Ça veut dire qu'il y a un seul endroit sur le cercle où est-ce que l'objet se déplace vers le sud. Et cet endroit-là, c'est celui-là ici. Parce que quand il est à droite complètement du cercle, étant donné que l'objet tourne en sens horaire, ben c'est que pendant un bref instant, sa vitesse, elle est orientée comme ceci, plein sud. Okay? On pourrait faire d'autres exemples, là. On va le faire en rouge. Par exemple, si je regarde le point qui est ici, ben, c'est l'inverse. Mon objet ici va se déplacer vers le nord. Si je suis ici, mon objet se déplace vers l'est. Si je suis ici, vous aurez compris, vers l'est. Puis évidemment, il y aura tous les cas intermédiaires. Celui-là ici, on se déplace comme ça. Okay? Donc ça vous donne une idée. Nous, ce qui nous intéressait, c'est le moment où est-ce qu'il se déplace vers le sud. C'est surtout important quand on viendra le comparer avec l'accélération tangentielle. On dit qu'elle est aussi vers le sud. Ça, c'est important parce que ça nous indique que l'objet va aller de plus en plus vite. Parce que l'accélération tangentielle est elle aussi vers le sud, donc dans le même sens que la vitesse. Pour ce qui est de l'accélération centripète, celle-là, on ne se casse pas la tête. Hein? Elle pointe toujours vers le centre de la trajectoire. Voilà. Donc, ça ressemble à ça. Mon schéma. Donc, première question, quelle est la vitesse de la voiture à cet instant? Pour trouver ça, on a tout simplement besoin d'utiliser ma définition de l'accélération centripète qui est celle-là ici. On me donne dans l'énoncé la valeur de l'accélération centripète, c'est-à-dire 4,094.
Et la vitesse, ben, c'est mon inconnu. Divisé par R, le rayon de la trajectoire, c'est donné dans l'énoncé. On disait 100 mètres. Donc, j'isole ma vitesse et j'obtiens 20,23 mètres par seconde. Voilà. Ça, c'est pour le A. Ensuite, pour le B, je vais le faire ici pour avoir mon schéma pas loin. Pour le B, combien de temps prend-elle pour revenir au même endroit? C'est la question qu'on nous pose. Donc ça veut dire que vous comprenez que mon objet est ici. Combien de temps prend l'objet pour revenir au même endroit? Là, il faut bien comprendre que pour revenir au même endroit, mon objet, il aura parcouru quelle distance? Un tour. Hein? Il aura parcouru un tour. Donc, je pourrais dire que ma position finale, ça va être une fois la circonférence. C'est ça, hein, quand on parcourt un tour. Donc, c'est 2π fois 100 mètres. Donc, c'est 200π. Je vais le laisser en pi pour le moment. Là. Voilà. Je peux supposer que ma position initiale, c'était 0 si je fais ça. On n'oublie pas, quand on fait un problème comme ça, hein, mon axe X, il est courbé exactement comme mon... non, je ne mettrai pas mon 0 là, en fait. Là. Mon 0 ici, je le mettrais vis-à-vis là, ma position initiale. Où est-ce que j'étais? Hein? X égale à 0, c'est là que je le mets. Là. Bon, mon axe X, il est courbé comme ma trajectoire circulaire. Bon. Ensuite, qu'est-ce que je connais? Je viens de trouver la vitesse initiale à ce moment-là. Hein? C'est la vitesse que j'ai trouvée en A, là. Finalement, c'est ma vitesse initiale. 20,23 mètres par seconde. C'est bon. Ensuite, je connais l'accélération tangentielle. J'allais dire centripète, mais c'est une erreur. Ce qui m'intéresse ici, vu que je rentre dans un MUA, je veux l'accélération tangentielle. Parce que, comme je vous ai mentionné tantôt, il y a seulement l'accélération tangentielle qui sera incluse dans l'équation du MUA. Et celle-là, elle est donnée dans l'énoncé. 0,2146 mètres par seconde carré. Et elle est vers le sud. Ça veut dire qu'elle est positive parce qu'elle est dans le même sens que mon axe X. Okay? Ça aurait pu être négatif. Et mon inconnu, ben, c'est le temps t, parce qu'on cherche combien de temps ça prend pour revenir au même endroit. Donc, rendu là, j'ai tout ce qu'il me faut pour utiliser ma deuxième équation. Position finale égale à position initiale, plus vitesse initiale fois le temps t, plus 1/2, accélération tangentielle fois le temps t au carré. Position finale, c'est 200π. Initiale, c'est 0. 20,23 fois le temps t plus 1/2 fois 0,24. Oh, c'est 21,46. J'ai fait une erreur ici. 21,46. 21,46 fois t carré. Voilà. Donc là, ici, je vais me retrouver avec une parabole. Si je le calcule, là, 200π, je l'envoie de l'autre côté, ça va donner moins 628,3. À 4 chiffres significatifs, c'est suffisant. Plus 20,23. Voyons. 20,23 t. Plus 0,1073 t carré. Bon, rendu là, qu'est-ce qu'on fait? C'est un degré, polynôme degré 2. Donc, il faut appliquer notre méthode du discriminant. Là. Donc, on isole t avec... ceci là, moins b plus ou moins racine de b2 moins 4ac sur 2a. Bon, je ne le ferai pas au long, ça ne sert à rien. Vous allez trouver deux valeurs si vous le faites. Une première valeur négative de moins 215 secondes et une valeur positive qui va faire beaucoup plus de sens, 27,2 secondes. Donc, vous comprenez qu'on rejette le temps négatif, ça ne nous intéresse pas. Voici notre réponse, 27,2 secondes. OK? Donc, voilà pour la section 1.12. Je vous retrouve très bientôt en cours synchrone.